Retrouvez Entrepreneur à la Une avec Teamsoft, le one-stop shop de votre transformation digitale. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la Une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Retrouvez Entrepreneur à la Une avec BioChallenge. BioChallenge, Solutions for Future. Regardez Entrepreneur à la Une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Bienvenue dans CETV, la chaîne du club entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous sommes à Sidi Bou Saïd dans ce merveilleux cadre de la maison d'Edine. Comme à chaque fois dans cette émission, nous allons rencontrer un entrepreneur pour connaître un petit peu son parcours, comment il a commencé, quel est son style managérial, comment est-ce qu'il gère différentes problématiques comme la problématique Covid. Alors, n'oubliez surtout pas de cliquer j'aime sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube du Club Entrepreneur TV. Voilà donc. Alors aujourd'hui, notre invité c'est Smaïl Bensalha, monsieur SVR. Je me présente, je m'appelle Smaïl Bensalha, je suis directeur général des laboratoires SVR en Tunisie. Ce qui me caractérise le plus, c'est le côté fonceur, déterminé. C'est un peu rêveur et un peu rebelle. Mes hobbies, à part mes amis et ma famille, c'est le cinéma. Moi j'adore les films, la musique également, lire et puis m'occuper de mes deux chiens et de mon chat. Mon film préféré, c'est Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. J'ai besoin de ce côté un peu fantastique, rêveur et de me déconnecter. Ma chanson préférée, c'est certainement Désenchanté de Mylène Farmer. C'est lié à ce côté rebelle et utopiste. Mon sport préféré, c'est le sprint en salle. Moi, je faisais du 60 mètres, 100 mètres en salle et j'irai après le beach volley. Alors, moi, ma citation préférée, c'est celle de Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Smaïl Bensalha, bienvenue. Merci. Heureux de vous rencontrer, de discuter avec vous. Alors donc, comme d'habitude dans cette émission, on va commencer par vous, par votre cursus. Vous avez déjà grandi à Lyon. Oui, tout à fait. Donc né et grandi à Lyon, Lyon, ville des Lumières. J'ai fait une première année de médecine, ensuite biologie cutanée, dermopharmacie et un parcours plus marketing et com avec une école de commerce à Grenoble et ensuite, là je suis à MBA à l'IHE de Tunis en gouvernance d'entreprise. Vous n'avez jamais arrêté d'apprendre? Non, parce que je pense qu'on a jusqu'à l'âge adulte, même assez tard dans sa carrière, on peut toujours apprendre. Il y a toujours le monde change, le monde bouge et je pense que c'est bien de se mettre à jour et je trouve que c'est passionnant. Alors je ne sais pas où est-ce que j'ai lu ça, mais c'est-à-dire que votre première année en fait est un petit peu particulière en médecine. Ah ouais, parce que y a un concours en fait, il y a un nombre de places limité, on est 1000 étudiants, il y a 90 places, donc même en ayant 14 et quelques, on peut malheureusement en France pas forcément pouvoir continuer le cursus. C'est pour ça que j'ai bifurqué en biologie cutanée et en dermopharmacie, mais je ne regrette pas, je trouve que c'est une belle... moi je ne crois pas au hasard, donc je suis plutôt content, ça va, je vois où j'en suis aujourd'hui, plutôt heureux. Alors je rappelle que vous avez été présent lors du premier anniversaire du Club Entrepreneur, la 10e session du Club Entrepreneur. Et il y a un truc qui m'a intéressé à ce moment-là, c'est que vous avez dit, et là vous venez de le répéter, c'est que vous ne croyez pas au hasard. C'est quoi? C'est la loi de l'attraction, c'est ça? Oui, moi je crois à la physique quantique, c'est-à-dire que je crois aux énergies positives. Je crois que plus on est positif, plus on attire les choses et que finalement la vie c'est une question de rencontre aussi, de ce qu'on met comme volonté, comme investissement et puis on récolte quelque part les fruits de façon indirecte, je pense. On appelle ça le destin aussi, non? Oui, aussi.
aussi, mais le destin, il dépend de l'énergie que vous y mettez aussi. D'accord. Pas tous les jours évident, mais faut garder le sourire. Et puis, moi, je suis rêveur de nature, hein, et optimiste, donc ça aide. C'était écrit que vous reveniez en Tunisie travailler un jour, puisque apparemment, bon, on va revenir petit à petit sur votre chemin entre le moment où vous avez pris votre diplôme en biologie et vos premières expériences professionnelles et l'opportunité de rentrer en Tunisie. Mais c'était pas évident, c'est-à-dire que lorsque vous étiez à Lyon, vous étiez parti pour faire une carrière en France. Oui, tout à fait. Avant de venir en Tunisie, 3 mois avant, j'étais nommé directeur commercial dans un grand groupe à Lyon. Et il y a eu la proposition en fait, de monter une filiale et une structure en Tunisie que j'ai acceptée. Pareil, je ne pense pas qu'il y a de hasard. Moi, depuis gamin, j'adorais venir en été à Bizerte. J'adore la Tunisie. La Tunisie, pour moi, c'est une relation d'amour. J'aime beaucoup ce pays. Et chaque fois que je rentrais de vacances, j'étais déprimé en France en septembre. Rien que le climat, quand on voit déjà le cadre, et puis la mentalité, les valeurs. Moi, j'aime bien ce côté aussi pas totalement parfait qu'on trouve en Tunisie, des choses à construire. Donc, c'est pas un hasard. Après, une anecdote, quand je suis venu maintenant ça fait bientôt 13 ans en Tunisie, ma mère et mon frère ont fait un pari. Ma mère a dit dans 6 mois il revient à Lyon. Mon frère il a dit non, dans 1 an il revient à Lyon, il ne va pas s'adapter. 13 ans après, les deux ont perdu leur pari et c'est moi qui l'ai gagné finalement. En fait, bon, apparemment c'est beaucoup de persévérance dans votre parcours professionnel et en fait, si j'ai bien compris, ce besoin de formation, ce besoin de faire des formations tout le temps, c'est-à-dire vous avez fait des formations en management, vous avez fait des formations en biologie, et en fait, vous n'avez pas d'idée préconçue, vous n'êtes pas du genre à dire j'ai le savoir. Ah non, pas du tout. Comme je vous disais tout à l'heure, pour moi le monde évolue, le monde bouge. Il y a 12 ans, on parlait très peu de digital. Aujourd'hui, quand on voit le digital et on voit avec la crise Covid l'accélération qu'il y a eu, il y a toujours un besoin de connaissances, de savoir. Et c'est ça que moi je suis passionné par, assez curieux aussi de découvrir de nouvelles choses et puis avoir des compétences pour pouvoir avancer. Moi, je suis quelqu'un d'assez ambitieux et dans le sens déterminé. J'ai besoin d'avoir ce bagage qui m'aide à comprendre les clés de la réalité du monde et de pouvoir être performant et réussir dans cette vie collective. Alors, lorsque vous étiez à Lyon, c'est-à-dire que votre carrière avait vraiment bien démarré, hein, puisque lorsque la proposition vous a été faite de rentrer en Tunisie, vous étiez quand même directeur commercial d'une grosse structure. C'est un pari aussi, c'est un challenge pour moi. Il y avait ce besoin de grandir, il y avait ce besoin vraiment de grandir, de me démerder, de débrouiller dans un contexte qui n'est pas le mien à la base, même si je venais en été, que j'aimais beaucoup, c'était nouveau. Il y avait vraiment ce challenge à prendre et de se dire je vais y arriver, une nouvelle aventure. Et si c'était à refaire, je referais sans hésiter. Des fois, on me pose la question, on me regarde, quand je dis, moi j'ai fait le parcours inverse. Je n'ai pas quitté la Tunisie, j'ai fait l'inverse, je suis venu. Alors c'est vrai, on va me dire dans un contexte où tu avais un emploi assez valorisant. C'est vrai, moi je comprends aussi les jeunes qui, quand ils ont un environnement un peu plus anxiogène, quand il n'y a pas de vision, de perspective, qu'ils ont envie de quitter le pays, ça je comprends. Mais pour revenir à la chance que j'ai eue, on me regarde comme si j'étais un extraterrestre, mais tu regrettes pas, mais pourquoi tu es venu? Je dis, mais attendez, il y a plein de belles choses à faire en Tunisie, il y a plein d'opportunités. Ce côté justement de pays en phase de croissance, c'est ce que j'aime bien moi. C'est-à-dire, j'aime bien bâtir, j'aime bien construire. Il y a des opportunités de construction en Tunisie, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'humain. Il y a un capital monstre humain en Tunisie. Je regrette que des fois il ne soit pas valorisé. Alors on en parle heureusement un peu avec les startups, avec ces jeunes qui bougent. Je trouve qu'il y a un potentiel monstre dans ce pays. Et des fois aussi je dis quel gâchis passer à côté. Et des fois c'est vrai, j'en veux aussi à des fois aux décideurs du pays en disant
Si vous avez des enfants et que vous arrivez à dormir, bah, bravo, moi j'aurais du mal parce que des fois on est en train de se gâcher les opportunités. La Tunisie, rien que par sa position géographique, rien que par son histoire, et ses capacités humaines. Et je reviens sur cette position géographique, on est entre l'Afrique, l'Europe, la région MENA. On est censé être le centre de cette région-là, on a cette capacité-là et on ne se donne pas les moyens de réussir. Et c'est là où je regrette un peu, c'est qu'on gâche aussi l'avenir de nos gamins. Pourtant, il y a plein de potentiel. Qu'est-ce que vous avez le plus appris en Tunisie? Prendre du recul, la patience, c'est pas évident, notamment quand on est confronté. Quoique on a hérité un petit peu ça de l'administration française. Ce côté un peu lourdeur administrative, là il faut être un peu patient. Des fois c'est dommage, je trouve que c'est frustrant. Parce que des fois je me dis qu'ils ne sont pas conscients des signaux qui sont transmis indirectement. Je ne dis pas que dans l'administration, moi j'ai rencontré des personnes vraiment de bonne volonté, mais après avec un système, des fois je ne comprends pas, je dis pourquoi c'est autant paralysant. Donc il y a ce côté un peu prendre son mal en patience. Et puis j'ai beaucoup appris dans l'humain en fait. Manager en Tunisie, c'est pas la même façon que manager en France. Il y a cette culture arabo-musulmane que j'aime beaucoup. Il y a ce côté, la relation humaine est centrale, elle est primordiale. Et justement, c'est ça que j'ai aimé, moi. C'est ce côté relation et apprendre avec le meilleur comme le pire à manager, à faire grandir. Moi j'aimais aussi ce côté du manager de jardinier, c'est-à-dire de faire grandir ses équipes, ses collaborateurs. Et puis aussi ce que j'ai aimé apprendre en Tunisie, c'est ce côté aussi du manager commandant dans un navire et de donner du sens. Donc ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Finalement, je trouve que ça a été pour moi une opportunité et un élan dans ma façon d'être et de faire qui est superbe, vu le contexte. Pas si simple finalement. Moi je me disais, je suis sorti de la France où c'était plus simple, tout était facilité entre guillemets, à un pays où le contexte est un peu plus complexe, mais on y arrive. Ce qu'il y a de particulier dans votre parcours, c'est que lorsque vous êtes rentré en Tunisie, c'était aussi, et c'est peut-être aussi grâce à vous, grâce à SVR, c'est le développement du secteur pharmaceutique qui avant n'existait pas. Il y avait les pharmacies, point barre. Mais là, tout d'un coup, il y avait les pharmacies, il y avait l'industrie, les labos de médicaments et tout. Mais là, c'est ce qu'on voit depuis une bonne dizaine d'années. C'est vraiment le développement d'une autre industrie, d'une autre activité, qui est le secteur de la parapharmacie. Hasard ou timing, ou vraiment vous avez été vous aussi quelque part l'un des instigateurs, l'un des pèlerins de ce lancement, de ce renouveau, de ce nouveau secteur d'activité? Il y a plusieurs ingrédients dans cette jolie histoire. La première, c'est que déjà le terrain s'y a prêté, c'est-à-dire que quand vous voyez les Tunisiennes, elles prennent soin d'elles, elles sont coquettes, elles sont belles et du coup déjà il y avait ce côté potentiel, potentiel de marché. Maintenant nous ce qu'on a fait avec mon équipe, ça a été des catalyseurs. C'est vrai que via notre expérience, et c'est ça que j'aime bien aussi dans le côté des fois du partage entre les pays, finalement cette valeur de franco-tunisien, qu'est-ce qu'elle a apporté? C'est j'ai apporté mon savoir-faire que j'ai acquis pendant mon expérience en France et je l'ai déployé en Tunisie, bien sûr, remasterisé à la version tunisienne avec les collaborateurs et je pense qu'on a poussé à cette dynamique de création de marché, de la dermocosmétique et des produits parapharmaceutiques en Tunisie via ce savoir-faire qu'on avait à la fois en formation, communication scientifique, en marketing, en management. Moi je pars sur le principe que la richesse d'une entreprise, ce sont ses collaborateurs, ses ambassadeurs et que du coup il y a eu cette transmission de savoir-faire, de savoir-être aussi et qui a fait que finalement ce marché qui était un peu basique, il y avait un acteur qui avait quelques pharmacies partenaires et puis le reste c'était plutôt des vendeurs un peu le stock était dans les coffres, des voitures de livraison et nous on a vraiment
structurer, donner une autre façon de voir la dermocosmétique et les produits parapharmaceutiques. Et les pharmacies aussi ont suivi. Ils ont fait un travail qui a été excellent. C'est vraiment de créer cette dynamique-là aussi ensemble. On les a bien accompagnés. Le terrain était là et on a été les catalyseurs. Je suis ravi. Moi, j'ai un confrère qui est aussi importateur et distributeur d'une autre marque de dermocosmétique. Et lors d'une réunion au sein de la Connect, on a créé un groupement syndical vu les lois fiscales et autres pour essayer de faire entendre notre parole. Il disait, et ça m'avait énormément touché en disant, bah, c'est grâce au travail qui a été fait par ton équipe et toi. Bah, nous, tu as créé un marché, nous on est venus aussi et on a pu aussi travailler, vivre dans cette économie aussi grâce à ce que vous avez mis en place au début. Donc on a été l'étincelle, donc c'était assez touchant. Je suis ravi quand on crée de l'emploi directement ou indirectement, je trouve que ça c'est super. Alors, souvent, des fois, les importateurs, distributeurs, on est des fois stigmatisés en disant « Ah, vous ne fabriquez pas en Tunisie ». Ça a été un peu politisé aussi, hein. On était montré du doigt, quelle valeur ajoutée vous amenez. Je leur dis, bien sûr, l'industrie… Dépenser nos devises. C'est ça, voilà. Alors, il y a deux choses. D'abord, tout n'est pas fabricable malheureusement en Tunisie. Je ne dis pas d'un point de vue technique. C'est-à-dire le savoir, on peut l'amener, on l'a. Après, c'est une question de… Souvent, on oublie que pour avoir une usine, il faut aussi… tout dépend de la qualité du produit qu'on va vouloir offrir, mais en fonction de la qualité, on va avoir besoin de la matière première qui va avoir un coût, et ce coût est déterminé en fonction des volumes. Et la Tunisie est malheureusement un trop petit pays pour qu'elle amortisse tous les coûts. Donc tout n'est pas fabricable en Tunisie, donc il y a aussi besoin aussi d'importer certains produits. Puis qui sait, demain, ça peut être intéressant qu'il y ait un transfert de compétences, qu'on crée peut-être un jour une usine en Tunisie et qu'on exporte vers l'étranger. Mais voilà, il y a aussi des sociétés de commerce et des sociétés de services qui amènent aussi de la valeur ajoutée et qui créent de l'emploi. On en a besoin. Parce que je crois que vous avez une quarantaine de postes d'emploi actuellement. Oui, 45, dont 70% de femmes. Donc il va falloir qu'on équilibre, on n'a pas la mixité qu'il faut. Il n'y a pas la parité là. Il n'y a pas la parité. Alors vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'est-à-dire que la Tunisie est au centre de la Méditerranée, à 2 pas du Moyen-Orient, l'Afrique. Est-ce que c'est dans vos prévisions de devenir non plus importateur, mais quelque part un peu producteur et exportateur, c'est-à-dire, parce que bon, bien évidemment, le marché tunisien n'est pas suffisamment gros pour pouvoir implanter une unité et qu'elle devienne rentable, mais la Tunisie a aussi des relations avec l'Union européenne, avec l'Afrique, avec le Moyen-Orient, donc peut-être profiter de ça pour pouvoir produire et exporter, je ne sais pas. D'autant plus que maintenant, excusez-moi de vous interrompre, beaucoup d'entreprises qui fabriquaient en Chine réfléchissent à rapprocher leur lieu de production pour ne plus pouvoir être tributaire d'un marché lointain. Il y a des opportunités. Je pense qu'il y a vraiment des opportunités avec la crise Covid, ce qui s'est passé de relocalisation en Tunisie. Ça, j'y crois énormément. Je suis également tous les accords qui sont en train d'être signés. Il y a eu l'accord de la ZLECA qui a été signé. Donc, il y a des opportunités en Afrique, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est dans les business plans? Malheureusement, non. Mais est-ce que c'est un de mes rêves? Oui. C'est-à-dire, pour être transparent, j'ai même commencé à travailler dessus. C'est-à-dire en se disant la Tunisie peut être un hub pour l'Afrique, mais aussi pour l'Europe, ou pour la région MENA, pour d'autres secteurs d'activité. Moi, j'y crois à fond. Malheureusement, ou je vais dire plutôt, j'aimerais bien qu'on soit aidé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a… Alors, à la fois cette lourdeur administrative, à la fois c'est ce système fiscal qui existe en Tunisie, qu'on veuille ou pas, il émet des signaux négatifs auprès des investisseurs. Donc moi, j'ai eu malheureusement l'expérience quand j'ai commencé à travailler sur un projet d'industrie, quand j'ai montré aux actionnaires, je me suis pris une douche froide en disant non, pas parce qu'on est contre la Tunisie, au contraire, c'est qu'on est extrêmement… Pour SVR, en fait, la Tunisie est une best practice, c'est un modèle de réussite. Quand on ramène les performances d'SVR par rapport au nombre d'habitants en Tunisie, je crois qu'on est numéro 1 par rapport à tous les pays pour SVR. Donc, et ça, je remercie toutes les personnes qui nous ont fait confiance.
Pour revenir à cette histoire d'usine, c'est une question aussi d'investissement, d'investisseurs. Et pour investir, il faut aussi une confiance, à la fois dans les mécanismes administratifs. Et aujourd'hui, il y a des best practices qu'on voit en Jordanie, qu'on voit au Maroc, qu'on voit en Égypte. J'aimerais bien qu'elles soient là en Tunisie pour aider en fait à favoriser l'investissement. Et puis aussi cette stabilité fiscale. Moi, quand je vois les actionnaires qui me disent hors de question parce que chaque année, c'est pas la même donne, c'est compliqué. Mais je ne perds pas espoir, donc je garde toujours dans la tête ce rêve-là. Alors ce qui pourrait aussi aider, moi j'invite les décideurs politiques, c'est l'Union du Maghreb. Parce que là on atteint une taille critique de population qui devient intéressante même pour l'industrie locale. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de faire uniquement de l'industrie, mais à qui elle va vendre. Et là, on a eu un marché critique. Il y a du potentiel, donc rien que le marché maghrébin. Et du coup, on peut après proposer un prix à la fois à l'Europe, à la fois pour la région MENA et à la fois pour l'Afrique qui devient compétitif. Souvent, on oublie qu'en fait, le tournoi économique, il est international. Hein. On oublie qu'on retrouve les mêmes joueurs à l'étranger, donc il faut s'entraîner et puis il faut se donner les moyens. Retrouvez Entrepreneur à la Une avec TeamSoft, le one-stop shop de votre transformation digitale. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la Une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Retrouvez Entrepreneur à la Une avec BioChallenge. BioChallenge, Solutions for Future. Regardez Entrepreneur à la Une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison. Smaïl Bensalha, parlons un petit peu d'SVR. Donc déjà un truc qui est quand même très intéressant, c'est que vous l'avez dit déjà il y a 2 ans, SVR a un taux de turnover mais pratiquement proche de zéro. C'est quoi le secret? C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Je pense que c'est une histoire d'amour. C'est pas normal. Si, pour moi c'est normal justement. C'est plus l'inverse qui est pour moi pas normal. Je crois que c'est des valeurs, c'est une posture, c'est de croire en l'humain. Et puis aussi côté réaliste, c'est-à-dire qu'une entreprise sans chef d'entreprise, elle ne peut pas fonctionner, ou sans actionnaire, elle n'existe pas. Et une entreprise aussi sans ambassadeur, sans collaborateur, ça ne peut pas exister. Donc on est tous dans le même bateau, la même aventure. Cette aventure, elle est collective. Donc du coup, on va partager la plupart du temps ensemble. La culture que j'ai essayé moi, de faire vivre au sein de l'entreprise, c'est cette culture avec des valeurs humaines, de solidarité, avec un mode participatif à fond. Et quand je vois aujourd'hui l'engagement de tous les équipiers envers le SVR en termes d'entreprise, souvent j'entends le terme de famille, mais c'est vrai, c'est devenu une famille. Et du coup, on est heureux de vivre cette aventure. Et c'est ce qui fait que finalement, il y a très peu de turnover. Ça, c'est une des choses les plus difficiles en entreprise, c'est créer le sentiment d'appartenance. Alors bon, le sentiment d'appartenance, ça peut fonctionner pendant 2, 3, 4 ans. Et puis par la suite, bon, en général, il y a un laisser-aller. Bon, je vois parmi les différentes expériences personnelles que j'ai eues en entreprise, parce que justement, il y a des déceptions, etc. Et c'est là que le turnover commence et que les gens commencent à quitter le navire. Mais là, apparemment, tenir 10 ans et garder ce sentiment d'appartenance, il y a un secret derrière. C'est l'humain, c'est de croire en l'humain. C'est
notion aussi du rôle du manager. Aujourd'hui, je reste persuadé que on parle de leadership. Leadership, c'est ce côté justement de cultiver comme un jardinier qui fait pousser ses fleurs. C'est aussi de faire grandir ses équipes, de leur donner aussi de la reconnaissance, de les former, de les faire grandir, aussi de partager ce qu'on récolte aussi de l'entreprise. C'est vrai que ce n'est pas de l'acquis, c'est-à-dire qu'il y a une notion dynamique, c'est-à-dire qu'il faut cultiver tous les jours, un manager doit cultiver cette dynamique en fait, d'appartenance, de motivation. Ce n'est pas tous les jours évident, parce que même le manager, c'est un être humain aussi, avec ce qu'il est capable d'engorger, ce qu'il est capable aussi de déployer. Il est aussi certains jours fatigué, certains jours il est un peu moins souriant, mais voilà, et on cultive ça. Et puis moi je les admire aussi parce qu'ils me supportent depuis 13 ans et je ne suis pas tous les jours évident, je suis assez exigeant pour être transparent. Et du coup, des fois je suis chiant. En tout cas, ils me supportent et finalement je trouve qu'ils ont appris aussi à me manager, c'est assez intéressant. Après, tout à l'heure, vous parlez, dans votre question, vous disiez déception, ça arrive. Hein. À un moment, la vie d'un manager, c'est pas tout beau, tout blanc. Dans une équipe, vous avez 98% qui vont vivre ces valeurs et vous aurez de temps en temps 1 à 2% qui vont être hors navire, qui vont pas. Donc on va essayer de les réintégrer dans le navire et avec l'effet du groupe de cette belle aventure, vous avez des personnes qui restent toujours hors système. Moi j'invite les managers à être très vigilants. Ok, développer le côté humain, moi je suis à fond. Et moi j'incite les managers à développer le côté humain. C'est leur rôle, c'est leur métier, sinon on fait un autre métier. C'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de manager, soit vous vous entourez de collaborateurs qui ont cette capacité, ce savoir-faire et ce savoir-être humain. Et avec le management, c'est aussi des techniques, mais c'est avant tout, je pense aussi de l'amour vers l'humain, vers les collaborateurs. Donc soit vous n'avez pas la capacité, vous vous entourez de personnes ou vous les formez, vous faites en sorte qu'ils ont. Il n'y a pas de mystère hein, de réussite. Si vous voulez que vos ambassadeurs soient réellement comme si c'était eux-mêmes chacun un chef d'entreprise. Et en même temps, il faut mettre en place des systèmes de gouvernance d'entreprise qui sont importants pour pas qu'il y ait justement de mauvaises surprises. Il faut dire aussi, Smail Ben Salah, 10 ans en Tunisie, 13 ans en Tunisie, mais 10 ans après la Révolution, c'est-à-dire ça n'a pas été tout de repos. D'autant plus qu'il y a une nouvelle donne maintenant, bien évidemment, depuis 1 an, il faut faire avec, c'est la Covid. Covid, c'est quoi? Vous ne savez pas ce que c'est? Ah bon? Tous les jours, on entend. Tous les jours, Covid. Non, mais parce que bon, là, on est en train de voir les résultats de certaines entreprises. Il y a des entreprises qui ont augmenté leurs résultats par rapport à 2020, en 2020, par rapport aux années précédentes. Donc, c'est votre cas? C'est le cas d'ESVR, oui. Ouais. C'est le cas d'ESVR. Ce n'est pas un hasard. D'abord, c'est grâce à la confiance aussi de nos consommateurs, des partenaires, pharmaciens, médecins, au travail des équipes, justement cette culture d'entreprise, ça veut dire d'un moment, on a vécu la révolution, nous nos locaux ils sont en face de l'ambassade américaine, donc quand il y a eu l'attentat, nos vitres ont explosé avec du personnel intérieur. Donc, ça va, on a fait notre service militaire, c'est-à-dire qu'on cette résilience, elle existe dans nos équipes. Moi, j'ai trouvé extrêmement courageux. Du coup, finalement, quand est venue la Covid, je ne dis pas que ça a été simple. Hein. Il y a eu des moments de crainte. Franchement, mars-avril a été... les craintes que j'ai eues, ça a été sur l'attitude des actionnaires. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être dans la logique d'actionnaires un peu cliché, typique, on coupe de partout, ou de responsables, de citoyens, et aussi de cette intelligence en se disant, quand il y a une crise, après chaque crise, c'est comme un U ou un V, il y a une relance. Et ce jour où il y a la relance, il faut être prêt avant tout le monde. Et il faut être prêt avec ses ambassadeurs. Et aujourd'hui, si on s'est séparé d'une partie de ses ambassadeurs, on n'est pas prêt. Donc ok, c'est aujourd'hui en fonction, après chaque entreprise avec ses moyens. Je ne dis pas que c'est évident pour tout le monde. Il y a des entreprises dans l'hôtellerie ou dans le tourisme, c'est beaucoup dans l'événementiel. C'est très compliqué, alors là je comprends, mais il y a des secteurs d'activité où nous on a de la chance d'être dans le secteur de la santé indirectement, le secteur parapharmaceutique, donc il y a un besoin, pendant la
période du Covid, les consommatrices, dans cet environnement anxiogène, ont plutôt consommé des produits bien-être. Mais elles ont consommé, en fait, ce qu'on s'est aperçu, même en Europe, c'est qu'elles consomment des marques qui rassurent. C'est-à-dire que derrière, si je vais investir dans une marque dans laquelle j'ai confiance. Donc c'est ce qu'on a créé aussi avec SVR avant la période Covid, et ce qui nous a aidé aussi pendant le Covid à continuer à fonctionner. Smail Ben Salha, alors SVR, c'est pas uniquement de la vente, c'est pas uniquement c'est-à-dire une entreprise qui cherche à importer des produits, à les écouler sur le marché. C'est aussi quelque part, il y a un côté RSE il y a un côté citoyen dans cette entreprise, avec un certain nombre d'actions, dont celle qui a été la plus en vue, ça a été celle de l'Qlibia. Alors avant de passer et de voir un petit peu une vidéo donc, de ce tournoi de beach volley que vous avez organisé là-bas, mais rappelez-nous un petit peu l'objectif. C'est un tournoi de quartier à la base qui existait depuis plus d'une vingtaine d'années. Et j'ai mon meilleur ami qui vit à Qlibia et je passe quelques jours chez lui. Il me dit tiens, on va aller voir le tournoi de beach volley. Il y avait une autre marque qui était sponsor et j'ai trouvé ça super. Qu'est-ce que j'ai adoré? C'est qu'il y avait toutes les catégories socio-professionnelles. Tout le monde était dans un esprit bon vivant autour d'un événement sportif. Et je voyais ces sourires, je voyais cette énergie, je dis c'est superbe. Et l'année d'après, il y a eu des problématiques avec le sponsor et puis le tournoi a été annulé. Puis mon meilleur ami me dit tu sais, le tournoi n'aura pas lieu. Je dis c'est dommage. Et comme ça, je dis bon, moi je veux bien contribuer. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été des rencontres. Il y a encore la symbiose qui s'est faite entre les différents acteurs de ce tournoi-là pour que ce tournoi ait lieu. Donc il y a eu ce côté symbiose. Et ce que j'ai trouvé super, ce qu'on a nous apporté en valeur ajoutée, c'est justement notre savoir-faire opérationnel. Ça veut dire on a donné des ailes à ce tournoi-là. Alors des ailes financières, c'est vrai, c'est-à-dire qu'on lui a donné une autre dimension, mais aussi on a amené notre savoir-faire en communication, notre savoir-faire en gestion de projet, et aussi on a donné aussi cette culture qu'on a humaine au sein d'SVR, on l'a déployée auprès de ce tournoi, aussi bien auprès des joueurs que du grand public. Dans les images, vous allez voir des jolies demoiselles, des garçons qui vont distribuer bomboloni, de la citronnade, des sucettes. C'est mes équipes, c'est mes délégués médicaux et pharmaceutiques qui viennent. On est une vingtaine, une trentaine quasi de l'équipe, à être là à faire en sorte que tout se passe bien et que ça devient un événement convivial. À un moment, vous allez dire, mais pourquoi une entreprise fait ça? Ma vision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de l'État. À un moment, il faut être réaliste. Et si chaque entreprise peut redonner une partie de ses bénéfices à un projet qui soit culturel ou sportif, qu'elle le fasse. Et puis quand je vois le soir, après le tournoi, ces yeux je marche on sort le soir dans un clip et je vois ces jeunes avec les yeux qui pétillent, fiers du tournoi, c'est leur tournoi. C'est leur tournoi et je suis assez fier. Et surtout, ça donne de belles images. Je rappelle que notre invité c'est Smail Ben Salha. Smail Ben Salha, là maintenant on va passer aux questions les plus importantes de l'émission Fast and Curious. Lyon ou Bizerte? Bizerte. Et Lyon. Les deux. Je trouve que là, j'ai du mal à qu'on mette des frontières. Je me considère comme enfant de la Méditerranée. Et je trouve qu'il y a de très belles choses dans toutes les villes de Tunisie, comme les villes en Europe ou ailleurs. Les deux. Difficile de choisir entre sa mère et son père. Ouais, justement, l'autre question, ça aurait été ville des Lumières ou pays de la Lumière? Oh, pays de la Lumière. Ah, par contre, imbattable. Je trouve que c'est le plus beau pays au monde, la Tunisie. Une merveille. J'ai eu cette chance dans ma carrière, là en Tunisie, connaître mon pays et de pouvoir, via mon travail, justement faire du terrain, de connaître tous les coins de la Tunisie.
C'est fabuleux. Pays fabuleux, magique. Franchement magique. Il y a un potentiel de monstre. Cinéma ou Netflix? Au cinéma, j'ai besoin d'être dans un fauteuil comme ça au pâté, avec les grands écrans. Avec le popcorn? Ouais, j'adore le cinéma. Je le faisais souvent quand j'étais à Lyon et là en Tunisie un peu moins, et depuis qu'il y a le pâté à fond. Sinon, avec ou sans cravate? Oh, sans cravate. Ah non, j'aime pas le côté. Je suis un peu rebelle, hein. Je suis un peu un anticonformiste dans mon mode. Donc sans cravate. Excel ou Word? Excel. Vous êtes toujours dans vos tableaux de bord, etc. C'est ça? Oui, bah, je pense que c'est une déviation professionnelle. Word, il faut écrire. Moi, je suis plus dans ce côté méditerranéen du verbal que plutôt d'écrire. Mais oui, Excel, moi, c'est mon tableau de bord. Comme dans la voiture, j'ai besoin de savoir où je vais. Musique classique ou rock? Oh, classique. Rock classique? Non, classique, classique. Classique? Ouais, musique classique plutôt que rock. D'accord, qu'est-ce que vous écoutez en fait? Un peu de tout, aussi bien la musique internationale, que la musique orientale, tout. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est musique de film, et j'aime beaucoup, alors c'est une particularité, chant grégorien. C'est bizarre, mes parents ils regardaient, ils se disaient mais qu'est-ce qui lui arrive, il met des chants grégoriens dans la maison. Je trouve que c'est calme, j'aime bien et je retrouve ça dans les chants soufis, je trouve que ça fait vibrer. J'ai un petit penchant pour notamment les chansons populaires byzantines. Moi j'ai un grand-père qui était musicien, et un musicien professionnel, et qui a fait partie de ceux qui ont écrit aussi du Mélouf et qui ont rassemblé aussi, en dehors du Mélouf, qui ont rassemblé ces chants populaires byzantins. Donc il y a un côté patrimoine aussi familial. Bavette de bœuf ou, je sais pas moi, kafteji? Oh, kafteji. Ah non, kafteji. Pourtant, vous venez de la ville de la gastronomie. Ah, Lyon, c'est la ville de la gastronomie, c'est la ville des grands chefs, la ville des grands restaurants étoilés. Bocuse. Voilà, quoi. Paul Bocuse, capitale mondiale de la gastronomie. Vous m'auriez posé la question il y a 13 ans, je vous aurais dit les quenelles, c'est un plat lyonnais, ouais. Plus certainement bavette, et puis zeyt, ça y est, je suis devenu 100% tunisien, donc kafteji. Bon, je ne vais pas vous poser la question foot ou beach volley, parce que vous allez certainement répondre au beach volley, parce que c'est obligé. Mais alors, foot ou rugby? Ah, j'aime bien le rugby. J'aime bien ce côté fonceur. Et puis, il y a des règles du jeu que je trouve assez sympathiques. Et quand on voit ce que font les entreprises qui sponsorisent le rugby, par exemple en France, je crois qu'il y a vraiment des choses à faire, même à votre niveau, au niveau de SVR en Tunisie. Des produits de beauté avec des gens qui sont habitués à être rigoureux et dans la tête dans, je sais pas moi, dans la boue et dans le sable, ça peut être très super comme image, hein, ouais, pour le produit. Surtout pour développer l'utilisation des cosmétiques et dermocosmétiques par la jante masculine. C'est vrai que l'image du rugby peut aider. Ouais. Ah, c'est une bonne idée, tiens. Je travaillais en rentrant, ça va cogiter. Merci. Voilà, c'est pas venu pour rien. Merci beaucoup Smaïl Bensalah, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Alors le mot de la fin? Merci beaucoup, c'est optimisme, toujours garder de l'espoir, et un jour on sera extrêmement fier de la Tunisie et du rayonnement qu'aura ce pays à l'international. Moi j'y crois beaucoup, j'y crois énormément. Et nous avons la possibilité. Je crois au champ des possibles, et on a ces capacités-là de le faire. Il faut juste se donner les moyens. Il y a un slogan, alors je finirai par ça. C'est 2 slogans de marque que j'aime beaucoup, que j'adopte. C'est Yes we can, just do it. Voilà donc, merci beaucoup à la maison d'Edine qui nous a accueillis dans ce très très bel espace. Merci à tous les partenaires et sponsors. Merci à Selim Hafsé d'avoir préparé cette émission. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la page Club Entrepreneur TV. Cliquez sur j'aime. Rendez-vous à la prochaine émission. Au revoir.
C'était Entrepreneur à la une avec TeamSoft, le one-stop shop de votre transformation digitale. C'était Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. C'était Entrepreneur à la une avec BioChallenge. BioChallenge, Solutions for Future. Regardez Entrepreneur à la une avec Technocasa. Technocasa, bienvenue à la maison.